Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 28e webinaire de Parlons RH sur le thème de l'expérience employée, un chantier majeur de la fonction RH à repenser. Nous avons le plaisir, en ce début d'après-midi, de recevoir un expert du sujet, Sébastien Maire, qui est directeur de la stratégie produit au sein du groupe CGD, mais plus particulièrement CGID. On avait dit qu'il ne fallait pas la faire, celle-là. Ça va. Alors, je vais réfléchir après à ce lapsus de l'activité d'Human Capital Management. Oui. Merci beaucoup, Sébastien, d'être là parmi nous. Merci de m'avoir invité. Alors, voilà tout de suite le sommaire. Ça va me perturber, ce lapsus, pour la suite. Voici tout de suite le sommaire de notre webinaire. Sébastien va donc nous décrire ce dont on va parler et puis peut-être aussi ce dont on ne va pas parler pour bien circonscrire le sujet de l'expérience employée et de ses impacts sur la fonction RH. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi finalement revoir en profondeur les fondamentaux de la gestion des ressources humaines et dans un troisième temps, comment apporter de la valeur à l'expérience employée et puis concrètement, comment est-ce qu'on peut illustrer cette dynamique d'amélioration de l'expérience collaborateur. En termes de modalités très concrètes de ce webinaire, il durera 45 minutes jusqu'à 15h45. Vous pouvez télécharger la présentation qui vous est faite là à la fin du webinaire. Vous pouvez commenter ce webinaire et même nous y invitons vivement parce que ça nous permet de nous ajuster, de nous corriger, de nous améliorer. Vous pouvez l'évaluer là aussi, n'hésitez pas à l'évaluer. Et enfin, vous devez poser des questions au travers de la boîte de chat qui est là. Sébastien est là pour vous, pour répondre à vos questions sur cette thématique. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos retours d'expérience, de vos commentaires. On est là pour pouvoir échanger avec vous sur cette thématique. Alors, avant de commencer par cette première question, est-ce que, justement, Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens et surtout, qu'est-ce que c'est GID? Est-ce que c'est... alors, il est connu comme le spécialiste des logiciels de la profession comptable libérale. Ça fait d'autres choses? C'est le métier. Je suis taquin pour commencer. C'est très bien. Mais allons-y, c'est le métier d'origine de CGID, les solutions de gestion pour les experts comptables. Donc c'est vrai, c'est pas mal vu. Au contraire, ça reste quelque chose de très important pour CGID. Et en même temps, CGID, c'est aussi devenu un acteur majeur en matière de gestion de paye et gestion de talent. Gestion de paye depuis quand même une dizaine d'années, gestion de talent depuis 3 ans, avec le rachat de l'entreprise qui s'appelait Technomédia au départ, une entreprise d'origine canadienne qui s'était bien développée en France. Et donc CGID aujourd'hui poursuit une vraie stratégie HCM, c'est-à-dire RH global, Human Capital Management. Et on y reviendra tout à l'heure, mais avec l'idée que c'est une vision globale du salarié qu'il faut aller chercher. Donc, il n'y a pas la paye d'un côté, le recrutement de l'autre, la gestion des talents ailleurs. Tout ça, c'est un ensemble cohérent qui permet d'ailleurs d'aller chercher en face de ça une expérience employée qui convient. Quelle est l'ambition de CGID sur cette partie HCM? Alors, si je comprends bien, HCM, c'est paye et talent management. C'est ça. C'est quoi la dynamique de développement? Aujourd'hui, on est dans une dynamique qui vise à doubler à la fois le revenu et la taille des équipes sur ce domaine HCM. Aujourd'hui, ça représente à peu près 400 personnes. Et voilà, on vise à aller plus loin, plus fort, comme on pourrait dire, avec des volontés non seulement d'être experts et solides dans les solutions qui sont offertes, mais aussi innovants. Et on a pas mal d'actions d'innovation, à la fois avec les startups et à la fois en interne chez nous, donc qui nous conduisent à essayer d'offrir le meilleur, en tout cas préparer les années qui viennent sur des fondamentaux RH un peu changés, un peu nouveaux. Donc CGID, un vrai spécialiste, pas que de la profession comptable et des expertises comptables, mais bien d'activité Human Capital Management avec une très très forte ambition d'innovation et d'expertise sur le sujet, ce qui explique votre présence aujourd'hui sur cette thématique. En 2 mots, peut-être vous, votre parcours, votre expertise? Oui, moi, rapidement, après 10 ans de consulting chez Accenture, j'ai passé 10 autres années à piloter le système d'information RH du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, un grand groupe, puisque c'est toujours 110 000 employés à travers le monde, et donc avec des enjeux, je dirais, évidemment d'urbanisme, de système d'information, de gestion de données, d'engagement des salariés, qui était colossal, et surtout lié à des métiers
assez hétérogène au sein de ce groupe, hein. Il y a la banque de détail, la banque de financement, l'assurance. Voilà, donc je me suis frotté, je dirais, à tout ce qui pouvait se faire sur le marché en termes d'acteurs, de bonnes pratiques et d'innovation. Et j'essaye, voilà, depuis 2 ans chez Cegid, de mettre à profit toute cette expérience pour aller évidemment faire de Cegid un acteur majeur sur ces sujets de Human Capital Management, en effet. Eh ben, c'est parfait parce que voilà, on a besoin d'un expert et je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour pouvoir échanger avec nos participants sur cette thématique de l'expérience employée. Et alors justement, de quoi allons-nous parler? De quoi parle-t-on dans ce webinaire? Alors, ça peut être très conceptuel, donc on va essayer de parler effectivement d'idées et d'être le plus concret malgré tout derrière. On est nécessairement dans une époque qui vise à, je dirais, à valoriser et à promouvoir l'expérience au sens large, hein. Alors, il y a les Smartbox qui permettent de faire des vacances à expérience, il y a Airbnb qui vend aussi de l'expérience en même temps que des chambres à coucher. Voilà, donc c'est assez général. De toute façon, on ne peut pas se lever le matin sans commencer à vivre une expérience, donc c'est vraiment inhérent à la façon, évidemment, le simple fait de vivre et d'exister. Donc, d'un point de vue plus prosaïque et lié à l'entreprise, la grande mode et la grande tendance, elle est de se focaliser sur l'expérience utilisateur. Donc, expérience utilisateur, UX, UX en anglais, on l'entend partout. Je pense que tout le monde entend cet acronyme-là et voit à peu près ce qu'il y a derrière. Et en même temps, c'est un peu un mot valise, donc on peut y mettre pas mal de choses différentes et hétérogènes. Donc, l'idée, c'est bien sûr de comprendre qu'une expérience, ça vise à rendre intéressant, à créer, oui, une émotion auprès de quelqu'un qui agit et qui vise à faire quelque chose dans l'action et qui doit vraiment en tirer une satisfaction à la fin. Alors, ça, c'est l'expérience utilisateur au sens large. Quand on parle d'expérience employée, on va reparler des mêmes leviers, des mêmes ressorts, évidemment, à cette différence près qu'il doit y avoir une réciprocité qui s'engage entre l'employeur et l'employé, puisque l'employeur va mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour que l'expérience de ses employés soit bonne et que l'employé, du coup, ait une envie et un niveau d'engagement au quotidien dans ses fonctions. Et réciprocité parce que l'employé, lui aussi, va fournir à l'entreprise sa compétence, son dynamisme, son efficacité, ses résultats. Et donc, on est dans une relation double qui fait que voilà, la meilleure expérience de l'employé apportera la meilleure valeur, on peut le penser, à l'entreprise. On entend souvent dire que voilà, si on veut bien s'occuper de ses clients, il faut d'abord bien s'occuper de ses employés. Et quand tout le monde se sent bien, tout le monde est heureux, voilà, on est dans des cercles vertueux. C'est ce qu'on va voir, justement. Donc, l'expérience est partout. J'espère que vous, chers participants, vous en vivez une bonne également. Et elle commence, si j'ai bien compris, dès qu'on se lève, ou même, pourquoi pas, aussi dans la nuit. C'est sûr. J'aime bien cette notion de symétrie aussi des attentions. D'une certaine manière, souvent, on parle de symétrie des attentions vis-à-vis du client, mais là, c'est employeur-employé. Et ça me semble aussi intéressant de l'aborder sous cet angle-là, et y compris sous l'angle de l'expérience utilisateur, bien évidemment. Alors, je viens de cliquer sur le mauvais endroit, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, comment, ou plutôt pourquoi, quelle est la genèse, enfin, quel est l'intérêt de la démarche? Alors, l'intérêt, il est d'abord de viser je dirais le degré maximum d'engagement du collaborateur, de l'employé. C'est ça qui est cherché quand même derrière, comme on le disait à l'instant, avec un certain nombre d'écueils à éviter. Le premier écueil à éviter, il est que souvent, on cantonne l'expérience employée à une problématique d'ergonomie. Alors, l'ergonomie, c'est important, ergonomie au travail, ergonomie pour vivre correctement finalement les actions qu'on a à mener dans un bureau, dans une usine. L'industrie joue aussi beaucoup sur l'ergonomie au travail. Donc ça, c'est important. L'ergonomie, évidemment, quand on utilise des outils informatiques qui se généralisent, donc il est essentiel et important d'avoir des facilités d'utilisation de ces différents outils. En même temps, ça ne peut pas être que ça, l'expérience salariée. Finalement, se cantonner à l'ergonomie, c'est presque mettre une couche cosmétique sur des problématiques qui vont rester non traitées et qui vont peut-être ne pas atteindre le bon niveau de valeur qu'on souhaite rechercher. C'est pour ça qu'au-delà de l'ergonomie, je pense que l'expérience employée, elle passe aussi par, je dirais, une réflexion importante sur
la qualité de la navigation en général, navigation au sens large, pas qu'informatique, dans laquelle on va plonger l'employé. Pourquoi une navigation? Parce que je vais d'un point A à un point B, qui peut être, le point A peut être je vais être évalué, le point B étant j'ai compris quelle était l'évaluation de mon manager. Voilà, c'est pas forcément géographique, c'est ce que je veux dire. Donc il y a une navigation, cette navigation-là, elle doit être fluide, facile, compréhensible, lisible. La meilleure façon de savoir si on a fait quelque chose d'accessible et de satisfaisant pour l'employé, c'est d'essayer de lui faire reformuler ce qu'il a vécu. Et si c'est bien reformulé, en général, c'est réussi. Le troisième volet qui me paraît essentiel, c'est de traiter l'architecture de l'information. Alors là, on est plus dans les systèmes d'information, mais toute information est donnée aujourd'hui. Hein, on est dans le monde de la data RH, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a plutôt une fonction RH qui reste historiquement organisée en silos. Hein. Il y a des grands silos, la fonction RH. Parce qu'on va voir juste après. On va voir après. Et qu'on sait bien que si l'organisation est en silo, l'information est organisée aussi en silo. Or, on a besoin que l'employé ait accès à toute l'information nécessaire, indépendamment de l'organisation de cette architecture de données. Et donc pour ça, évidemment, l'information doit être au bon endroit, au bon moment et accessible et disponible et aisément disponible. Ça fait partie aussi de la qualité de l'expérience employée sur laquelle il faut nécessairement travailler. Et ça a des impacts très importants sur l'architecture des outils ou des applications qui sont utilisées en back-office ou en amont de ça. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Un quatrième point ou pas? Oui. Oui. Un quatrième point essentiel, dans l'expérience employée, je crois que la notion de coopération, de collaboration est fondamentale. Et on ne peut pas penser qu'un employeur va gérer correctement l'évolution positive de ce qu'est l'expérience employée dans son entreprise s'il ne cherche pas à mieux écouter, à mieux faire collaborer les employés, donc ceux qui vont devenir les destinataires de cette organisation-là et qui vont être ceux qui vont expérimenter en tant que tel et avoir un avis sur ce qui s'est passé. Donc on le voit dans différents sujets, j'ai mis quelques vignettes pour agrémenter le slide, mais par exemple, on veut créer un nouvel outil informatique, un tableau de bord, un dashboard, ce qu'on veut. Il est évident qu'il faut à un moment donné s'affranchir du moyen pour aller viser la finalité. Donc faire un dessin de croquis en disant voilà les écrans auxquels je voudrais arriver, et après seulement se dire mais voilà ce que j'ai exprimé et charge à ceux qui doivent développer derrière de se débrouiller pour arriver à ce résultat-là, c'est mieux que d'aller dans l'autre sens. La co-construction, fondamentale. La co-construction, évidemment, on est beaucoup plus adhérent à quelque chose, à une organisation, à un système, si on y a contribué. Donc il faut faire participer les employés, évidemment, dans ce qui fait évoluer l'entreprise. Et puis, l'engagement, l'expérience utilisateur et employé passe aussi par des travaux courts, des travaux en cycle visible. C'est ça, okay. Si on part pour 12 mois de changement, 12 mois d'évolution, 12 mois d'un process métier trop lourd, on ne s'en sort pas. Il faut donner de la visibilité beaucoup plus court terme. C'est la méthodologie, tout simplement, qui peut évidemment être utilisée dans bon nombre de domaines. C'est vrai aussi dans la relation employeur-employé. Il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit en cycle court. On voit bien une tendance de fond dans le monde RH qui est un peu à l'abandon, entre guillemets, enfin, il y a des contraintes réglementaires, mais à l'abandon de l'entretien annuel pour aller sur des feedbacks continus, c'est normal. Ce sont des cycles courts dont on a besoin pour se réajuster, pour comprendre et gagner en lisibilité et en niveau de coopération entre les gérés et les gérants. Si je reprends les 5 axes, l'ergonomie, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, très importante mais pas suffisante. Ne limitons pas l'expérience collaborateur à l'ergonomie au sens large, j'entends bien. Oui. 2, la navigation, donner un cap, comme qui dirait, enfin, on va dire le D de la direction, de DRH, celle qui donne le sens à l'action, retrouver une forme de désirabilité de la destination. Je reprends l'exemple de la navigation, oui. C'est-à-dire au sens physique là, du terme, savoir où on va, donc voilà, y compris au sens conceptuel. Ergonomie, navigation, l'architecture au sens data du terme, parler d'urbanisation, alors c'est pas c'est aussi un troisième facteur important de cette expérience collaborateur. Le quatrième point, le co-construction, le fait d'associer. On est presque dans une démarche marketing, d'écouter les besoins de ses clients internes, écouter leurs frustrations, écouter leurs attentes,
et pour mieux construire ensemble. Et puis le dernier point, qui est cette notion, ce rapport au temps qui change pour faire pas forcément plus vite, mais en tout cas plus court en test and learn et en méthode agile. Exactement. Voilà les 5 thèmes que vous avez évoqués. Alors on va voir ça de façon, on va continuer à rentrer dans le sujet, mais n'hésitez pas à poser vos questions à Sébastien et même à faire votre retour d'expérience sur cette thématique pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors, si je comprends bien, il y a quand même, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, il y a des choses qui changent. Le monde a changé. En quoi faut-il revoir les fondamentaux RH? En quoi l'expérience, people experience, que je vois noter là, requiert un changement de la fonction RH? Ça, c'est une conviction qu'on a de manière très marquée chez Cegid, que j'ai pu expérimenter au sein du groupe BPCE auparavant, c'est qu'il faut qu'on se sorte de ce cycle qui a démarré il y a 40 ans peut-être, qui consistait à organiser la fonction RH par processus, par grands process séparés les uns des autres. Ça a été très utile, ça a permis d'avancer. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose, me semble-t-il. Et cette autre chose consiste plutôt à organiser la fonction RH sur la base du cycle de vie de l'employé dans l'entreprise. Et donc de traverser les métiers RH, et non pas de les superposer ou de les mettre les uns à côté des autres. Donc si on prend un cycle de vie simple du salarié, depuis sa candidature, son entrée dans l'entreprise, l'intégration, bien sûr qu'il est géré en paye, qu'on mesure sa performance, qu'on le forme, développe ses compétences, qu'il est rétribué, rémunéré évidemment à hauteur de cette performance, sa gestion de carrière est faite et que d'une gestion de carrière bien faite, à un moment donné, on reboucle sur le recrutement peut-être interne en matière de mobilité. En tout cas, ce cycle de vie du salarié, il permet de voir les choses de manière transversale, globale et non plus par petits bouts. On ne peut pas imaginer que l'expérience employée, elle se fasse process par process. On va avoir l'expérience au moment du recrutement, l'expérience employée au moment de sa paye, au moment de sa formation, au moment de... Non. On peut organiser des choses comme ça, et elles sont souvent encore organisées comme ça. Mais on voit bien qu'on touche rapidement aux limites de ce qu'est l'expérience employée et qu'il faut lui offrir quelque chose de plus global, de plus homogène, et surtout qui considère l'employé dans l'intégralité de ce qu'il est. Donc tous ces domaines qu'on vient d'échanger, tous ces domaines métiers RH, évidemment, ils ont tous un rapport avec l'employé. Donc c'est l'employé qu'il faut mettre au cœur et non plus le process. Donc ça, on le dit, on l'entend, mais il s'agit maintenant de le faire, il ne suffit pas de le dire. Mais pourquoi, je me permets de vous couper. Bien sûr. Ok, la fonction RH est organisée par grands silos, par grands process, par grande activité. Il faut désiloter tout ça, avoir une gestion transversale. Mais je reviens là-dessus quand même. Pourquoi, en fait? Quel est l'intérêt de tout ça? Puisque finalement, on marchait bien comme ça avant. Oui. Vous aussi, je suppose, chez BPCE. Oui. Alors, le pourquoi fondamental, c'est de basculer le centre de gravité de ces systèmes d'information et de ces modèles de gestion RH. Le centre de gravité, aujourd'hui, on sait très bien qu'il est resté focalisé par une inertie liée au passé à la paye. La paye reste le centre de gravité de l'information, des données RH. On peut rater, on peut être mauvais dans la façon dont on recrute les personnes, on peut être mauvais dans la façon dont on les rémunère. C'est pas bien, hein. Mais en revanche, on ne peut pas être mauvais sur la paye parce que ça se voit tout de suite et qu'on a besoin d'une fiabilité absolue en la matière. Je force le trait, bien sûr, hein, mais juste pour dire les choses comme elles sont. Or, moi je pense que ce centre de gravité, il doit plus être porté par la paye, qui est un process en tant que tel. La paye comme un process RH doit être rendu au même niveau que les autres process RH, ni plus important ni moins important, tout doit être bien fait. Et donc si le centre de gravité n'est plus la paye, le centre de gravité est autre chose. Cette autre chose, c'est le dossier et la vision intégrale du salarié. On peut faire un parallèle simple avec ce qui se passe du côté des commerciaux et des clients. Les commerciaux, ils veulent avoir une vision synthétique et à 360 degrés de leurs clients. Il est normal que les experts RH, que les managers, que les DRH et les dirigeants d'entreprise puissent avoir, eux aussi, accès à une vision synthétique à 360 degrés des employés. C'est donc ça, le nouveau centre de gravité qu'il faut viser. On ne peut le viser que si on a une démarche de flux dynamique
qui traverse l'ensemble des métiers RH et qui n'a de cesse que d'alimenter, je dirais, de données statiques ou de données dynamiques qui se mettent à jour, l'ensemble des informations qui concernent l'employé pour le gérer au mieux. En fait, j'ai presque envie de dire, il faut rentrer, ça permet de rentrer dans le XXIe siècle, en tout cas la fonction RH dans le XXIe siècle, que d'avoir cette, ce que vous venez d'évoquer, c'est une gestion pas uniquement intégrée des grandes activités RH, au sens finalement presque par grands silos qui se parlent, mais plutôt une gestion intégrale, transversale, à 360 degrés. Il faut que la fonction RH rentre là-dedans, parce que c'est ce qui est attendu, d'ailleurs aussi par elle-même. Bien sûr, oui. J'aime bien la formule, en effet, d'avoir une gestion intégrale et non pas qu'intégrée, pour aller un cran plus loin. Donc oui, en effet, je pense qu'on peut poser ça comme ça. Et dans une gestion intégrale, il est beaucoup plus facile de travailler de manière globale ce qu'est l'expérience de l'employé, puisqu'on le gère de manière homogène, uniforme, sur l'ensemble de ses dimensions. Et en fait, je vais essayer de... tel qu'est organisée la fonction RH aujourd'hui, en tout cas en termes de système d'information, on gère un ensemble d'expériences employées pour un même employé. Absolument. Il y a une expérience recrutement, et après une expérience onboarding, après une expérience paye, voire GTA, etc. Donc il faut effectivement refonder, revoir les fondamentaux tels que vous le proposez ici. Alors je crois qu'on a déjà des questions. Roland pose la question suivante. Alors, en quoi cela diffère des leviers de la motivation des gens? Ah oui, alors, on est sur des concepts qui se touchent, qui sont proches les uns des autres, où effectivement, le niveau d'engagement, la motivation, l'expérience, tout ça ont des cousinages très, très forts. En même temps, ce n'est pas tout à fait les mêmes ressorts, dans le sens où la motivation peut être le résultat, je dirais, d'une expérience employée. L'expérience employée est un peu le socle fondamental à partir duquel, évidemment, vont se déclencher des éléments induits. Donc la motivation en fait partie, le niveau d'engagement également. C'est juste. Donc on est sur des notions proches et en même temps, l'une probablement se déduit de l'autre. Tout à fait. Gueslar, désolé si j'écroche votre patronyme. Dans les PME, cette vision à 360 degrés, est-ce qu'elle se fait naturellement, non? Elle se fait. Alors, oui, c'est intéressant de prendre la taille des entreprises et des organisations en référence, là, c'est vrai. Moi, quand j'étais au sein du groupe BPCE, il y avait des entreprises de 5000 salariés, puis des entreprises de 15. Donc, il y avait un peu de tout. Et c'est vrai on va dire que jusqu'à 200, 300, 500 salariés, finalement, on se connaît bien. On n'a presque pas besoin de système d'enregistrement d'informations pour bien se connaître, coopérer, discuter, se partager les informations, etc. C'est pas faux. En même temps, c'est toujours bien d'avoir une capacité à gérer à la fois l'instant et puis l'historique et puis préparer l'avenir. Donc, rien n'empêche de capitaliser quand même sur les leviers digitaux dont on a à disposition des tas de nouvelles idées aujourd'hui. Mais c'est vrai que la taille de l'entreprise joue. En même temps, le concept est valable partout. C'est-à-dire que dans une PME de 100 salariés, comme on en a chez CJ, beaucoup de clients de cette taille-là, via les experts comptables d'ailleurs, et aussi des grands groupes, je dirais le concept reste le même. Qu'on le fasse comme ça, à la machine à café, ou qu'on le fasse avec des gros systèmes parce que c'est une dimension internationale, l'objectif reste le même. C'est la bonne connaissance de l'employé pour lui offrir, je dirais, la meilleure ressources de l'entreprise pour qu'il puisse se développer et lui-même, du coup, en réciprocité encore une fois, offrir le meilleur de lui-même pour que l'entreprise se développe. Donc oui, les déclinaisons ne sont pas les mêmes selon les segments d'entreprise et les tailles. Toutefois, à mon avis, les concepts sont les mêmes. C'est effectivement un changement, le changement presque de posture ou de culture que vous suggérez s'applique à toute taille d'entreprise. Même si effectivement les moyens et les périmètres fonctionnels ne sont pas les mêmes quand on est dans un très grand groupe, dans une ETI ou dans une PME. Oui. Mais avoir accès à la data, je ne fais que paraphraser ce que vous venez de dire, avoir accès à la data en termes de ressources humaines, d'avoir une bonne connaissance, pas uniquement un bon relationnel quotidien avec ses collaborateurs. Effectivement,
au sein de Talent RH, on est une TPE, donc on voit bien que quotidiennement on se croise, on se connaît, on se côtoie, et on retrouve ça dans toute TPE et aussi en PME. Mais enfin, avoir une bonne data RH, une bonne architecture, une bonne ergonomie, une bonne navigation, ça aide aussi à un meilleur management du capital humain, un meilleur développement de tout le potentiel qu'on peut avoir avec ses collaborateurs. Mariette pose la question, de quelle ergonomie parlez-vous? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point et nous décrire un tout petit peu l'ergonomie en quelques... Je dirais que... Oui, revenons sur ce point-là. Je pense que, vous savez, pendant longtemps, c'est l'entreprise qui a apporté les moyens innovants, et notamment les moyens informatiques à ses salariés. Aujourd'hui, enfin depuis 10 ans, je dirais, allez, l'arrondi, mais c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que l'employé est dans son entreprise et il a une expérience, lui, dans sa vie personnelle ou dans sa vie associative qui lui donne un niveau de maturité très très fort sur les moyens dont il peut disposer, sur le champ des possibles en matière d'utilisation, de process, d'application, d'outils, d'appareils, avec les smartphones ou les tablettes également. Et donc, ça a complètement changé la façon de voir les choses. Donc, l'ergonomie, évidemment, elle est très orientée aujourd'hui par les standards Internet. Dans le sens où on travaille tous sur Internet, beaucoup. On travaille tous, voilà, ne serait-ce que pour c'est bientôt Noël, pour faire ses courses. Et donc, on s'habitue à des façons de faire, à des types d'écran, à des types de navigation, à des types de raccourcis pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour sécuriser les transactions. Et bien sûr, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas retrouver la même chose au sein de l'entreprise. Donc cette ergonomie, elle est nécessaire pour faciliter l'expérience. Elle est aussi rendue indispensable pour que, évidemment, on ne soit pas déceptif dans une entreprise vis-à-vis de ses employés. Donc, il y a un travail important à faire pour que, pour une tâche donnée, une fonction donnée dans l'entreprise, on ait évidemment les moyens les plus faciles pour mener cette tâche ou cette fonction. Donc, les moyens faciles, c'est ne pas avoir besoin de chercher où et comment et quand faire l'action, c'est que l'information nécessaire à l'action soit disponible rapidement, que je sache où aller, où cliquer, où demander du support si j'ai besoin. Voilà. Donc, la facilité, la simplification est aujourd'hui nécessaire et elle est requise, elle est demandée. On ne peut plus y échapper. C'est fondamental. Et en même temps, cette ergonomie-là, on pourra toujours mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Si l'emplâtre est bien et efficace pendant un certain temps, ça n'empêche que les fondamentaux qu'il y a derrière, il faut aussi les traiter. Et c'était l'objet du point qu'on abordait précédemment sur le fait que les fondamentaux derrière doivent être aussi revus pour que l'ergonomie soit efficace et pas simplement cosmétique. Je reviens juste sur l'ergonomie parce que c'est important. On peut plus se passer presque par tout le monde, c'est pas 100% de la population, mais pas loin, de ce petit doudou numérique. Il y a quand même une fracture digitale importante entre l'usage personnel et l'usage professionnel. La fonction RH, si elle veut rentrer dans le 21e siècle, je vais être encore un peu plus dur que vous, se doit d'utiliser les codes de la digitalisation, c'est-à-dire pas être uniquement user-friendly, mais d'être employee-friendly. Si je prends le parallèle, c'est de dire on doit avoir le même usage en interne qu'en externe, sinon on est déceptif, sinon l'expérience n'est pas la bonne. Et ce qu'on souhaite, c'est évidemment avoir une bonne expérience employée. Donc l'ergonomie, comme vous disiez très bien, c'est une condition nécessaire, indispensable, mais elle n'est pas suffisante à l'expérience, mais indispensable. Et il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir sur ce sujet pour nourrir la satisfaction et pourquoi pas, tout à l'heure on parlait de motivation, des collaborateurs et des managers sur ce thème. Mais Thomas, si vous me permettez, je vais aller un peu plus loin sur le sujet ergonomique. Dans la banque, on a introduit les tablettes, donc il y a maintenant 4 ans à peu près, pour que les conseillers bancaires puissent traiter en mode digital un certain nombre de sujets des dossiers de leurs clients. En fait, l'effet, l'impact indirect que ça a eu, c'est que nos conseillers bancaires se sont assis, comme nous, l'un à côté de l'autre, pour partager l'écran de la tablette. Et donc ce principe de travail qui s'est imposé, parce que ergonomiquement c'est ça qu'il fallait faire, a aussi modifié la façon dont la relation s'établissait entre le conseiller et son client. On n'est plus face à face, séparés par le bureau et par un écran qui est aveugle d'un côté,
mais on est côte à côte pour traiter d'un sujet en commun. Et voilà le type de choses que permettent aussi de faire évoluer les ergonomies par le digital, par des outils nouveaux. Ça a aussi un impact sur les façons de faire. Ça, c'est important. C'est effectivement pas que de l'ergonomie technologique, hein, Tout à fait. du tout. Ça change, ça modélise un peu aussi Et les pratiques. les pratiques. Tout à fait. Alors, il y a une dernière question de poursuivre et puis de rentrer un petit peu aussi dans le concret, dans l'opérationnel. Pauline qui pose la question suivante. Peut-on faire un parallèle avec les systèmes de gestion de la relation client? J'aime beaucoup cette question-là. Allez-y. Parce que je pense il ne faut pas répondre que oui. Non. J'aime beaucoup cette question parce qu'effectivement, il y a un parallèle qui se fait assez naturellement entre la gestion client et la gestion RH. Pourquoi je dis ça? Parce que de manière concrète, dans une entreprise, on a toujours envie de mieux connaître ses clients. Eh bien, pour un DRH, pour un manager, pour une entreprise, on a aussi toujours mieux d'avoir envie, pardon, je mélange les mots, mais d'avoir envie de mieux connaître ses employés. On a envie d'avoir une synthèse client, on a envie d'avoir une synthèse employé. On a envie de générer des attentes chez les clients, on a envie de générer des attentes chez les employés. On a envie de créer des opportunités de contact pour les clients, c'est la même chose pour les employés. Donc, le parallèle se fait très très bien. Il se fait très très bien. Alors, bien sûr, il y a des spécificités au niveau commercial qu'on ne retrouve pas dans le monde RH, et inversement d'ailleurs. Toutefois, les fondamentaux et les concepts sont très proches. Donc oui, je crois qu'en termes d'établissement d'une relation, puisqu'on est dans l'interrelation, hein, en fait, dans les deux cas, c'est ça le point commun. Quand on établit une relation, il faut que ça se fasse avec les bons moyens au bon moment, que ce soit simple, et que la complexité soit cachée derrière une ergonomie, une navigation et une architecture de données qui soit compréhensible par tout le monde et partagée par les deux interlocuteurs. Ça, c'est clé. Est-ce que Pauline, cette réponse vous sied? Merci, continuez à poser vos questions. On va continuer le propos pour justement essayer de rentrer un petit peu plus encore plus dans le concret, mais en quoi on peut apporter plus de valeur à l'expérience collaborateur? Est-ce qu'on peut rentrer un peu encore plus dans le sujet là? Oui, l'idée c'est de donner quelques sessions complémentaires. Oui, tout à fait. Mais comme il y a une idée de départ qui est qu'il ne faut pas hésiter à repenser la façon dont on travaille aujourd'hui dans le monde RH. Je pense que ni trop tard ni trop tôt, c'est toujours le bon moment pour repenser un petit peu les fondamentaux. Je crois que quand on vise l'expérience employée de qualité avec un niveau d'engagement fort de l'employé qui va s'améliorer au fil du temps, ça veut dire que nécessairement on a revu les finalités de notre gestion RH. En fait, jusqu'alors, et on l'a dit, quand on organise sa gestion RH sur la base de processus, des process métiers qui sont séparés les uns des autres, sur, je dirais, des applicatifs qui sont plus ou moins faciles à utiliser. En fait, on ne fait que de traiter les moyens. On n'est que sur les moyens. Donc les moyens, c'est important. Mais si on n'est pas en amont des moyens, des finalités, et donc ce à quoi on va aboutir, on se trompe et on met en place des choses qui vont être rapidement remises en cause ou pas satisfaisantes. Donc revoir les finalités de la gestion RH me paraît quelque chose d'essentiel. Une finalité qui peut être disposer d'une vision à 360 degrés du salarié, ça c'est bon. C'est pas un moyen, c'est une finalité. Une finalité qui serait créer une cohésion ou un niveau d'engagement mesurable au sein de l'entreprise et la mesurer dans le temps pour voir son évolution, c'est aussi une finalité. Et derrière, on va mettre des moyens. Et les moyens, on va revenir à nos processus, à nos façons de travailler, à nos pratiques, évidemment, et aux outils qui vont avec. Mais je crois que c'est important de bien distinguer les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous focalisés sur les moyens. Il faut revenir aux finalités des politiques RH et de ce qu'est la gestion RH. Finalité, moyen, et puis mesurer la qualité de l'expérience en général, l'expérience employée en particulier. Si on ne mesure pas, on va se faire plaisir peut-être, on va croire qu'on est bon, on va se flageller en pensant qu'on est mauvais, alors qu'en fait, peut-être que la vérité est ailleurs, comme on disait à une autre époque. Donc il faut mesurer la qualité et la qualité de l'expérience. Mesurer la qualité de l'expérience, alors ça peut paraître très pénible, un peu rébarbatif. En fait, ça se fait très très bien. On parlait tout à l'heure du feedback en continu qu'on peut mettre en œuvre entre un manager et ses équipes. Ce principe de feedback continu, il s'applique très très bien à tout type de thématique. Donc voilà, mesurer l'engagement de ses salariés par juste une enquête annuelle ou biannuelle, on voit bien que c'est peut-être un peu limité.
avoir une capacité de mesure hebdomadaire, peut-être tous les jours, quelle est l'humeur, qu'est-ce qui ne va pas, vite des idées rapides comme ça sur lesquelles on peut rapidement mettre des actions, ça c'est important. Donc, mesurer la qualité, c'est savoir si tout le monde a compris les finalités dans lesquelles on était et si tout le monde est à l'aise dans les moyens qui sont mis en œuvre pour y arriver. Ça, c'est clé. Premier sujet. Et deuxième sujet, en termes de valeur à apporter l'expérience employée, je vais faire le lien avec le cycle de vie de l'employé qu'on a décrit précédemment. Je suis convaincu qu'une organisation, une architecture RH qui repose sur ce cycle-là, elle permet d'introduire beaucoup plus facilement de la dématérialisation, du digital, parce qu'on est sur des schémas fluides. On va quelque part créer un grand processus RH sans couture, qui va évidemment partager avec l'ensemble des thématiques RH classiques, mais ce sans couture, avec du digital, est beaucoup plus facile à faire si on s'est organisé comme ça. Aussi bien pour l'employé que pour l'expert RH d'ailleurs. Parce que avoir une très belle expérience employée, si on n'a pas une belle expérience sur les experts RH ou les gestionnaires de carrière, c'est pareil, on va passer un petit peu à côté de l'objectif parce qu'il y a une porosité quand même entre les deux expériences qui est importante. L'expérience collaborateur passe par l'expérience collaborateur de la fonction RH. Qui sont aussi des collaborateurs. Donc appliquez d'abord à vous-même le concept parce que c'est évidemment important dans la diffusion. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples un peu concrets de ce que ça signifie au quotidien? Je vois des maths intégrales et parcours digital de l'employé. Est-ce que vous avez un exemple sur le sujet à nous faire partager? Bien sûr, on travaille sur ces sujets-là chez Cegid, mais j'ai déjà eu l'occasion de mettre en place ce type d'opération chez BPCE, où en définitive, on avait constitué un parcours digital de l'employé qui était 100% digital, c'est-à-dire qu'on avait supprimé l'ensemble du papier, de l'intégration du candidat à sa vie courante, à l'information, à la formation, etc. etc. Et anecdote amusante, quand on a mis en place, par exemple, la bibliothèque de contrat de travail numérique et la signature électronique du contrat de travail par les nouveaux employés, d'abord, les directions RH ont adoré ça parce qu'elles ont gagné un temps fou en termes de signature. On ne perdait plus les documents, on savait où les ranger, c'était dans un coffre-fort numérique, etc. Et puis, de l'autre côté, les nouveaux employés trouvaient qu'ils rentraient dans une entreprise qui était quand même waouh, c'est chouette, ça, je signe, je clique pour signer mon contrat de travail. C'est un impact d'image très fort, quoi. Tout à fait. Tous sauf un, qui était un jeune employé, premier contrat de travail, et qui nous a dit non, je voudrais l'avoir papier parce que c'est mon premier. Et pareil sur son bulletin de paye aussi. Donc c'est une anecdote, mais en tout cas, on a aujourd'hui toutes les capacités de mettre en œuvre effectivement des choses full digital sans rentrer dans les machines à gaz. On a de multiples acteurs aujourd'hui qui sont capables de fournir des choses. Je parle du contrat de travail, de la signature, mais le e-learning est là depuis un certain temps aussi. On a un ensemble de sujets. La gamification, qui n'est pas un joli mot, mais que j'ai mis sur le slide aussi, qui consiste à introduire du ludique, je dirais, dans les pratiques de travail, est aussi quelque chose qui se fait très très bien et qui apporte beaucoup de valeur dans le niveau d'engagement, le niveau d'envie qu'ont les employeurs et les employés pour réaliser des choses. Donc voilà, on donne des badges, on félicite celui qui a fait le plus de ci ou de ça. Voilà, il n'y a pas c'est de l'émulation bon enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi cette capacité à introduire dans un cycle global ce genre de choses et de tips complémentaires. Alors, quelques questions un peu rapides. Oui, questions rapides, réponses un peu rapides dans la mesure possible. Béatrice, mais je pense que vous avez déjà en partie répondu, mais on va revenir sur ce point parce qu'il me semble évidemment essentiel. En quoi l'approche UX employé que vous proposez diffère-t-elle du rôle porté par les référents RH qui œuvrent de concert avec les managers de proximité auprès des employés? Je crois qu'il y avait HRBP et RRH. Le SI est un moyen et non une fin. Ah oui, je suis d'accord. Alors, remettons l'humain au cœur des choses. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, et de choses un peu conceptuelles aussi. Je suis 100% d'accord avec le fait que c'est l'humain qui est au cœur. On parle de l'employé, mais il y a aussi celui qui gère. Et c'est vrai que les experts RH, les gestionnaires de carrière, les HRBP ont un rôle clé dans la façon dont tous ces moyens sont mis en œuvre vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des équipes gérées. C'est vrai que c'est clé et ça revient à cette idée de finalité moyen avec des porteurs de ces sujets-là, de ces thématiques-là. Les HRBP sont au cœur du dispositif, c'est évident.
Il ne s'agit pas du tout de se substituer à l'homme, Non. au professionnel RH, c'est de l'accompagner. Bien au contraire, il s'agit plutôt de libérer nos responsables RH des tâches les plus répétitives ou administratives ou à faible valeur ajoutée, pour qu'ils aient un maximum de temps consacré, je dirais, à la gestion de proximité. On revient à l'analogie avec les commerciaux. Les commerciaux, ils cherchent toujours à dégager du temps commercial. Je pense que dans le monde RH, il faut aussi toujours chercher à dégager du temps RH, de gestion de proximité, de gestion individuelle et collective. C'est le même principe. Roland pose la question suivante. Est-il question pour le DRH de vendre sa légitimité par les services qu'elle offre aux employés? Il y a une notion de marketing RH dans les entreprises et de marketing RH qui s'impose tout doucement. Alors, on n'est pas dans la vente d'un produit ou dans une problématique de rentabilité, mais dans une problématique de qualité de la relation. Et à partir du moment où il y a relation, on retrouve deux acteurs au moins. Bien sûr qu'il y a un principe marketing, alors on dévoie un peu le mot, je suis d'accord, mais un principe marketing où chacun doit séduire dans le bon sens du terme, hein. Il ne s'agit pas de séduction pour cacher les choses, mais donner envie à l'autre. Voilà. Et quand on se donne envie, c'est vite gagnant-gagnant, on peut aller au bénéfice de chacun vers des choses plus positives. Alors, il y a une Alexandra qui émet le commentaire suivant. Plus le salarié est intégré à la politique RH, plus il a envie de s'investir, donner envie. On retrouve bien cette notion qui est attachée à l'expérience collaborateur. On arrive au terme de ce webinaire. Je suis désolé, on n'a pas pu traiter toutes les questions et tous les commentaires. Mais encore deux questions, Sébastien, si vous le permettez, pour clore. D'abord, merci beaucoup de votre expertise. On aimerait bien pouvoir échanger encore plus longtemps et plus en profondeur, parce que je sais que vous avez beaucoup d'exemples opérationnels à nous soumettre, mais les webinaires Parlons RH ne durent que 45 minutes. On vous réinvitera. Juste deux questions pour terminer. Quelle est l'actualité de Cegid ou une actualité à nous faire partager? Et puis, comme à chaque fois, quel est votre coup de cœur? Je commence par l'actualité Cegid pour finir le coup de cœur. Eh bien, Cegid, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'une grande ambition et d'une stratégie de développement qui est importante. Et Cegid s'est mis en tête de rompre avec les habitudes et a notamment, je dirais, mis sur pied toute une équipe de développement, marketing, R&D, product manager, autour du fameux core HR dont on entend parler depuis longtemps, où tout le monde fait un petit peu de core HR, mais nous, on voudrait le faire un petit peu sur la base des éléments qu'on a évoqués aujourd'hui ensemble, hein, et donc d'avoir quelque chose qui soit tout à fait en rupture et qui apporte de nombreux services de manière simple à l'ensemble des parties prenantes de la fonction RH. Donc, on a lancé ce projet-là, qui garde son nom de code Core HR 2.0, mais qui prendra un vrai nom bientôt. Et c'est une aventure passionnante parce qu'on reconstruit quelque chose, on ne fait pas que s'appuyer sur l'existant, on prend du nouveau pour faire du nouveau. Il faudra vous réinviter parce que je sais, avant de commencer ce webinaire, vous m'avez évoqué énormément d'innovations et d'initiatives de la part de Cegid sur la partie HM. On n'a pas eu le temps de les évoquer là. Oui. Mais donc, en gros, il faut qu'on vous suive sur les réseaux sociaux et sur le site pour savoir comment va se transformer ce projet interne de Core HR 2.0 en offre tangible et mesurable. Et ça va valoir le coup. Voilà. Et votre coup de cœur? Un coup de cœur qui n'est pas le coup de cœur que je veux? Celui que vous voulez. C'est un coup de cœur. Donc, comme on parle d'expérience collaborateur, j'ai compris que c'était l'émotion. On avait du matin. Alors, l'émotion, d'accord. Donc, ça peut être alors, dans l'émotion, très libre. Mon coup de cœur, c'est la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, qui est le film Une affaire de famille, du réalisateur japonais Koreeda. Et excellent film. C'est un autre type d'expérience, expérience familiale qui mixe, je dirais, des personnalités fortes d'un point de vue individuel, tout ça dans une cohésion d'ensemble portée par ce qu'est la famille. C'est un peu l'entreprise aussi, hein. Quand on arrive à avoir un esprit de famille dans l'entreprise, je crois qu'on a aussi gagné, pas mal de choses aussi. Donc en tout cas, un vrai coup de cœur, je vous conseille d'aller voir. Et c'est un vrai coup de cœur, merci beaucoup. Mais en plus, c'est un coup de cœur qui est parfaitement en lien avec le sujet, puisqu'on parle effectivement d'émotion, de ressenti et de lien, si je comprends bien. Je n'ai pas vu le film, et on est bien en cela dans une forme de communauté un peu différente, où
l'humain doit être au cœur. On l'a dit et redit, c'est bien ça la finalité, le H de DRH, on n'oublie pas. Merci infiniment, Sébastien, pour cet échange. Très agréable. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à évaluer et à commenter ce webinaire, soit parce que vous l'avez apprécié, ça nous fait toujours plaisir, soit parce qu'au contraire, vous nous suggérez des pistes d'amélioration. On les prend toutes vraiment en compte. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera le 29e, le 17 janvier à 15 h. Mais entre-temps, toute l'équipe de Parlons RH se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On va continuer à échanger sur les réseaux sociaux. Nous ne fermons pas boutique pendant la trêve hivernale. Vous continuerez à avoir sur le blog Parlons RH un certain nombre de contenus. Mais si on ne se croise pas sur les réseaux sociaux ou in real life, comme on dit, très bonne fête à vous et à très bientôt en 2019. Merci encore. Merci et à à très vous bientôt. tous. Merci Thomas, merci à tout le monde. Au revoir.